Le premier chapitre, où va l'Europe? L'Europe va vers la destruction de son industrie. Ici, vous avez la destruction de l'industrie française à l'état natif, si j'ose dire. Dans le livre Le mystère français, qui a été publié à la fin de l'année 2013, donc il y a quelques semaines, qui a été écrit par Hervé Lebras et Emmanuel Todd, on trouve ce graphique qui représente l'industrie française en 1968. Il s'agit du pourcentage de la population active dans le secteur secondaire, c'est-à-dire le secteur industriel. Vous savez, le secteur primaire, c'est l'agriculture, secteur secondaire, c'est l'industrie, secteur tertiaire, c'est les services. Secteur quaternaire, que ça existe, ça c'est le virtuel, c'est l'invention venue des États-Unis. Mais enfin, le secteur secondaire, c'est l'industrie. Or, l'industrie, c'est quand même ce qui assure le niveau de vie d'un pays. Bon, c'est fondamentalement du sérieux, du solide. Alors, sur cette carte, c'était le secteur secondaire en France, secteur industriel en 1968, en pourcentage de la population active. Dans les zones vers les plus tendres, vers prairies, ça veut dire que le pourcentage de la population active dans l'industrie était de l'ordre de 18%. Ce sont des zones de l'époque très rurales. Vous voyez notamment une grande partie de la Bretagne et du Cotentin, vous voyez également une partie du Massif central, du Limousin, et puis également le Gers, hein. Donc, et puis la Corse. À l'époque, je me rappelle, moi, quand je préparais HEC, on nous expliquait, c'était dans les années 70, on restait sur cette idée, qu'il y avait une diagonale nord-ouest, sud-est, avec d'un côté la France la plus rurale, avec quelques exceptions ici ou là, et de l'autre côté la grande France industrielle qui allait à peu près du Calvados jusqu'à Marseille, et où se situait la majeure partie des industries en France. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que lorsque c'est marron foncé, c'est plus de 50% du secteur industriel, enfin de la population active employée dans l'industrie. Alors ça, c'est un placard en 1968. Attention, hein, réglez vos pacemakers, pour ceux qui en ont, parce que voici maintenant la même carte en 2008. C'est exactement la même carte avec la même légende, sauf que comme vous l'avez vu, bien la France est en train de devenir une ville musée, ou en tout cas une ville avec un secteur des services. On est en train de suivre le même chemin que les États-Unis. Nous sommes en train de perdre nos secteurs de notre industrie. Il faut légèrement nuancer, il est vrai, ce graphique en rappelant que il n'est pas forcément anormal qu'une partie des gens qui travaillent dans le secteur industriel diminue, puisqu'on peut avoir une augmentation de la productivité. C'est pas faux. Mais néanmoins, ce n'est pas du tout la raison principale. La raison principale, c'est que les industries désertent la France. Puis la France, on va le voir, on n'a plus désormais que quelques points du côté de Nantes-Saint-Nazaire, et puis en Franche-Comté, et puis dans l'extrême est de la France, avec ce qui reste des mines, des aciéries ou de l'industrie automobile. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement grave, parce que je rappelle, encore une fois, que ce qui fait la richesse des nations, c'est d'abord l'industrie. Alors, à ce propos, il faut entrer dans le vif du sujet. Je vous signale que sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard et sous Mitterrand, première manière, on ne parlait pas de délocalisation. C'est un mot qui n'existait pas, et le concept même n'existait pas. Le mot délocalisation est apparu en France au premier plan dans le débat public en 1993. Il est apparu à l'occasion de l'annonce par la société Hoover de la fermeture de son usine d'aspirateurs de Dijon et du transfert de son activité en Écosse. C'est à partir de ce moment-là que d'un seul coup, on a commencé à parler de délocalisation en France. La mondialisation, le mot date également de la même période, et les délocalisations sont donc un phénomène récent et un phénomène précisément daté. Donc rattachable à un événement particulier. Je signale au passage, au risque de vous paraître faire des révélations ahurissantes, qu'en 1970, il y avait déjà des milliardaires américains. Un émir du Qatar, des milliardaires taïwanais, des gens qui avaient beaucoup d'argent à travers le monde. Le roi d'Arabie, etc. Mais on n'apprenait pas, dans les années 80, que l'émir du Qatar rachetait la France par appartement. Vous savez que l'émir du Qatar a racheté le Paris Saint-Germain, l'hôtel Martinez à Cannes, les hôtels de luxe parisiens, enfin
tous les 2 mois, on apprend qu'il y a des nouvelles acquisitions qu'ils ont faites. Eh bien, il existait déjà, enfin, le prédécesseur. Et si pas lui, il y avait, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas forcément trouvé le champ de Northern Field, le géant de gaz qui est au nord du Qatar, mais on trouvait, il y avait des gens très très riches dans le monde. Alors, quel est donc ce phénomène? Quel est cet événement précisément daté, d'où date l'apparition de la mondialisation et des délocalisations? Les délocalisations ne sont pas tombées du ciel, elles résultent d'une politique délibérée qui a été autorisée par le traité de Maastricht de 1992 et qui a été ensuite gravée dans le marbre des accords de Marrakech du 15 avril 1994 lorsqu'a été créée l'Organisation mondiale du commerce, suite à un accord qui avait eu lieu en 1993, l'accord dit de Blair House étant la résidence des autres étrangers du gouvernement américain à Washington, où il y a un accord a été topé entre, d'une part, Michael Cantor, qui était le US Trade Representative, le représentant américain au commerce, et de l'autre côté, Sir Léon Brittan, un Britannique, et qui était le commissaire européen chargé des négociations commerciales multilatérales. C'est eux deux qui ont décidé, d'ailleurs dans le dos des autres pays d'Europe, tout spécialement des Français, de topper, d'aboutir à un accord qui allait permettre de clôturer le cycle dit de l'Uruguay Round, le cycle de l'Uruguay du GATT, de cet accord général sur le commerce et les tarifs qui avait été mis sur pied de façon provisoire en 1947 après l'échec de l'Organisation internationale du commerce. On en parlera tout à l'heure si ça vous intéresse ces sujets. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que on ne peut pas parler de la situation en France, ailleurs aussi dans l'Union européenne d'ailleurs. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est la France, d'ailleurs, vous, je pense que ça vous intéresse aussi, sans revenir aux traités européens. Et l'article qui est l'article choc, c'est l'article 63 du TFUE, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est l'un des 2 traités européens actuellement valables, sous l'empire desquels nous sommes. Il y a le traité sur l'Union européenne, le TUE, ça ne s'invente pas, c'est bien trouvé, et l'autre c'est le TFUE. Ces 2 traités résultent du traité de Lisbonne qui a été ratifié en 2008, mais en fait, l'article dont je vais vous parler, l'article 63, est l'ancien article 57 qui avait été ratifié, enfin adopté, avec le traité de Maastricht de 1992. Qu'est-ce qu'il dit, cet article 63, qui parle des capitaux et des paiements, dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres de l'Union européenne et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Et accessoirement la même chose pour les paiements. Cette petite phrase-là est responsable de la disparition, depuis maintenant des années, d'une usine par jour en France et de 5 à 700 emplois industriels par jour en France. Pourquoi ça? Mais parce que, regardez bien ce que ça veut dire. Toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et les États membres et les pays tiers sont interdites. Il faut faire un petit peu de retour en arrière. Pourquoi les délocalisations n'existaient pas sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard et sous Mitterrand de première manière jusqu'à 92? Eh bien parce qu'à l'époque, si un industriel français voulait transférer son outil industriel dans un autre pays du monde, c'est-à-dire il fallait évidemment créer une usine, il faut transférer des centaines de millions, voire des milliards de francs, il n'en avait pas le droit sans obtenir auparavant une autorisation des pouvoirs publics. Et c'était d'ailleurs pas seulement vrai en France, c'était vrai dans tous les pays du monde, c'est ce qu'on appelait le contrôle des mouvements de capitaux. Qui dit contrôle ne dit pas interdiction, c'est comme le contrôle des frontières. Ça n'est pas la même chose d'avoir une frontière hermétique et d'avoir une frontière où il faut présenter ses papiers. Contrôle des mouvements de capitaux signifie que de temps en temps on peut dire oui, de temps en temps on peut dire non. Je prends souvent un exemple qui est l'exemple de Peugeot, par exemple, voulant créer une usine de fabrication de 504 en Iran dans les années 70, 80, 70. Par exemple, 504. Bon. Qu'est-ce qu'il fallait faire à l'époque? Il fallait que le président de Peugeot, ou le directeur financier, prenne sa canne, son chapeau et puis surtout son dossier, et qu'il aille au ministère des Finances, rue de Rivoli à l'époque. Il allait voir la direction du Trésor, et puis il disait, ben voilà, je veux créer une usine de fabrication de 504 dans la banlieue de Téhéran. Alors, l'État, les pouvoirs publics français à l'époque, regardez de quoi, et on regarde ça.
Et que faisaient les hauts fonctionnaires et les ministres à l'époque? Ils regardaient le dossier sous différents aspects. Est-ce que c'est positif pour Peugeot? A priori oui, puisque Peugeot le demande. Peugeot voulait s'installer là-bas pour avoir accès à un nouveau marché, pour fabriquer des voitures un petit peu robustes, à la fois pour vendre sur le marché iranien et puis les marchés alentours. Hein. Je rappelle que la cour de Kaboul en Afghanistan ou celle de Téhéran en Iran, avant tous les événements de la fin des années 70 et ce qui a suivi, c'était des cours où tout le monde parlait français. Donc, a priori, c'était bon pour Peugeot. Très bien. Est-ce que c'était bon pour l'Iran? Ah oui. A priori, c'était bon pour l'Iran, puisque l'Iran n'ayant pas d'industrie automobile, vous voyez d'un seul coup, un investisseur étranger lui apportait une industrie automobile naissante. Alors certes, c'était une industrie sous capitaux étrangers, mais quand vous êtes un pays en voie de développement, vous préférez avoir une industrie sous capitaux étrangers que pas d'industrie du tout. Donc c'était bon pour l'Iran. Est-ce que c'était bon pour la France? Oui, c'était bon pour la France, puisque ça permettait à la France de renforcer son audience, son image de pays industriel. Quand on a un pays où circulent sur toutes les routes des véhicules, sinon fabriqués en France, du moins des véhicules conçus en France avec des noms français, c'est forcément bon pour la France. Je rappelle par exemple que l'Iran est un pays qui était très proche de la France. Avant la dynastie des Pahlavis, il y avait la dynastie des Shahs, une Shah qui était les Qadjars, et depuis le milieu du 19e siècle, tous les médecins de tous les Shahs d'Iran de la dynastie Qadjar, puis ça a duré après chez les Pahlavis, étaient tous français. Les liens entre la France et la Perse remontent d'ailleurs à Louis XIV avec le voyageur Chardin. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'y intéressent. Donc c'était bon pour Peugeot, c'était bon pour l'Iran, c'était bon pour la présence de la France en Iran et dans l'ensemble du Moyen-Orient. Dernier point, est-ce que c'était bon ou mauvais pour les salariés français, les ouvriers de l'industrie automobile en France? Eh bien, ça n'était pas mauvais, puisque nous étions maîtres de notre commerce extérieur et il y avait ce qu'on appelle en termes techniques un quota de réimportation zéro en France, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit d'importer en France des voitures fabriquées par Peugeot en Iran. Point barre. Donc, le fait que ces produits aient été fabriqués éventuellement avec très très bas coût, eh bien, ça ne venait pas du tout perturber le niveau de vie des salariés français. Alors, c'est justement ça qu'a fait voler en éclats l'article 57 du traité de Maastricht, maintenant renommé article 63. C'est que désormais, le feu vert est donné à toutes les entreprises pour expatrier leurs usines dans tous les pays du monde, notamment ceux à très bas coût de salaire. Monsieur Peugeot n'a plus besoin d'aller voir à Bercy qui que ce soit. Il va s'installer en Chine, à Wuhan, quand il le veut. C'est d'ailleurs ce qu'il fait. Et si d'ailleurs il ne le faisait pas, comme Volkswagen le fait, comme Fiat le fait, comme tous les autres le font, il faut absolument qu'il le fasse, sinon il sera balayé par la concurrence. Il n'y a pas de Peugeot. Dans un tout autre ordre d'idées, le Jabi, qui fabriquait des soutiens-gorge à Roanne, a décidé de se délocaliser en Tunisie, c'était il y a quelques mois, vous vous rappelez de cette affaire, pour bénéficier évidemment de coûts de fabrication très inférieurs en Tunisie. J'insiste sur un élément très important, c'est que c'est celui qui est souligné. Il y a des gens qui vous disent qu'il faut faire l'Europe pour avoir une Europe puissance. Et d'ailleurs, en général, dès que je parle avec des gens qui sont des européistes, dans un premier temps, ils me traitent de xénophobes, etc. Ils me disent, vous êtes xénophobe, vous voulez refermer la France sur elle. Mais non, pas du tout. Pas du tout question de refermer la France sur elle-même. Au contraire, la France est un pays universel qui n'a pas à faire le distinguo entre les pays. Et à bout de 5 minutes, la même personne qui me taxait de xénophobie me dit, mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte ce qui va se passer si on ne fait pas alliance? On va être bouffé par les Noirs, les Arabes, les Chinois. C'est-à-dire que l'européisme qui se targuait, voilà, 5 minutes avant d'être un grand xénophile, d'un seul coup tient des propos qui sont ce qu'on dirait sortis de la période de l'apartheid, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce que je signale avec cet article 63, c'est que si on avait voulu une Europe puissance, par exemple, on aurait mis que toutes les restrictions de mouvement de capitaux entre les États membres sont interdites. Mais il a bien été ajouté entre les États membres et les pays tiers, donc ceux qui ne sont pas dans l'Union européenne. On voit donc bien qui a tenu la plume des traités. Les grands fonds de pension qui tiennent les grands groupes, l'oligarchie financière, les très grands groupes industriels ou les très grandes banques mondiales, je ne suis pas communiste, mais enfin les détenteurs de capitaux, c'est eux qui ont tenu la plume, parce que ça veut dire qu'ils s'en sont fichus.
Du sort des ouvriers des pays occidentaux, la seule chose qui compte, c'est de pouvoir maximiser leurs profits en allant faire travailler à très bas coût les pays avec très faible coût de salaire. Alors, à ce point de cet exposé, je voudrais attirer votre attention sur le fait que, en général, on vous dit oui, mais tout ça c'est bien gentil, monsieur Astier. Mais le problème, c'est que maintenant, l'affaire est, le coup est parti, on ne peut plus revenir dessus, c'est la mondialisation, ça impose à tout le monde. Mais non, la mondialisation ne s'impose pas à tout le monde. Je parlais tout à l'heure de l'émir du Qatar. Quand l'émir du Qatar veut racheter le Paris Saint-Germain, on n'y peut rien. Puisque c'est également vrai dans l'autre sens. Les mouvements de capitaux, c'était dans les deux sens. Avant, si vous voulez, si par exemple l'émir du Qatar, le roi d'Arabie, avait voulu racheter des trucs en France, il fallait qu'il demande l'autorisation, ça allait aussi dans l'autre sens. Maintenant, on n'y peut rien. On a appris il y a quelques mois, pour ce que je m'adresse ici aux œnologues parmi vous, qu'un propriétaire de casino à Macao, en Chine, ancien comptoir portugais, a racheté le château de Gevrey-Chambertin en Bourgogne. À l'époque, lorsqu'on a su que le château de Gevrey-Chambertin était en vente, il y a eu une coalition des viticulteurs du cru, c'est le cas de le dire, qui se sont dit on ne peut pas laisser partir ce truc-là à des fonds étrangers, donc on va essayer de se cotiser pour acheter le château de Gevrey-Chambertin, la coopérative, c'était la Côte de Nuit. Ils avaient mis sur la table 8 millions d'euros pour acheter le château de Gevrey-Chambertin, et puis le mania des casinos de Macao, il a doublé la mise, 17 millions d'euros. On n'a pas pu suivre. Et donc on a vendu le château de Gevrey-Chambertin. Vous savez aussi que beaucoup plus récemment, c'est une affaire qui a défrayé la chronique, il y a un autre Chinois qui a racheté un château dans le Médoc, qui d'ailleurs est mort dans un accident d'hélicoptère. Vous vous rappelez peut-être cette affaire triste dans les minutes suivant le contrat. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous êtes milliardaire, vous n'avez pas le droit d'acheter le jardin du Langjingcha, le jardin du thé du Puy du Dragon à Hangzhou, qui est un des grands jardins de thé chinois. Vous savez que le thé est originaire de Chine. Camellia sinensis, c'est un camélia, le thé. La variété des camélias. Le thé de l'Inde, c'est les Anglais qui ont fait ça. Le vrai thé, il vient de Chine. Et vous avez des très grands crus. Vous n'avez pas le droit parce que c'est interdit. Parce que les Chinois gardent leur maîtrise de ceux qui la rachètent ou qui ne rachètent pas. Donc c'est quelque chose qui est important. La grande majorité des autres États du monde, et notamment ceux qui réussissent, la Chine, l'Inde, aller acheter un jardin de Darjeeling, la Russie, le sud-est asiatique, n'ont pas accepté cette totale liberté des mouvements de capitaux. Si vous voulez investir en Chine, il faut montrer patte blanche, il faut présenter aux autorités chinoises le projet d'investissement, et puis en général, les Chinois qui sont très malins disent très bien, on est d'accord, mais à condition que vous fassiez le transfert de technologie, que vous créez des laboratoires sur place. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Chine n'est pas seulement en train de devenir l'usine du monde, mais aussi le laboratoire du monde. Les économistes appellent ça une ouverture asymétrique. Ça a valu d'ailleurs le prix Nobel d'économie à Joseph Stiglitz, les notions d'asymétrie des ouvertures. Donc, ils n'ont pas, eux, accepté ce que nous, on nous a forcés à accepter. La deuxième chose à savoir, c'est que les États-Unis, eux, ont accepté la même chose que ce qu'on a fait accepter. Alors, les peuples d'Europe, ils n'ont rien fait passer. On n'a jamais expliqué aux Français, ou bien aux Espagnols, aux Grecs, aux Italiens, on leur a jamais expliqué ce que je vous explique maintenant. Quels allaient être les conséquences. Il y a eu des gens qui ont essayé de le dire, mais enfin, c'était... Les grands médias verrouillaient tout le système. Les Américains ont fait la même chose, mais les Américains, eux, ils ont une autre particularité, c'est qu'eux, ils ont le privilège du dollar. Donc, c'est un petit peu, vous savez, après nous, le déluge, on fait quantitative easing sur quantitative easing sur quantitative easing, on vit aux frais à crédit, nul ne sait jusqu'où tout ça va aller, parce que les dollars, on ne sait même plus combien il y a de dollars qui circulent dans le monde, d'ailleurs M3, les statistiques ne sont même plus publiées, mais les États-Unis, avec le privilège du dollar, peuvent encore maintenir leur niveau de vie en achetant à crédit avec une monnaie virtuelle. En revanche, les dindons de cette farce, ce sont les États de l'Union européenne qui non seulement n'ont pas les mêmes protections que les pays en développement rapide, mais en plus de ça n'ont pas le privilège du dollar. Donc ce sont les États de l'Union européenne, et spécialement les dirigeants de PME et les salariés.
Un petit point très important à signaler, c'est que la mondialisation favorise le développement de la schizophrénie. En ce sens que, quand vous êtes, par exemple, un salarié en France, vous êtes finalement assez content de pouvoir acheter un téléphone portable made in Vietnam, des jouets chez Toys R Us made in China, ou bien les dames vont acheter une petite robe chez Zara, tout ça à des prix qui sont quand même assez bon marché. Zara, ça fabriquait, vous savez, au Bangladesh ou au Benetton, on a appris d'ailleurs, il y a 1 an et demi, vous vous rappelez, c'était horrible, fait d'hiver, dans la banlieue de Dhaka, un immeuble en béton qui faisait 7 étages, il y avait des ateliers de fabrication justement de vêtements pour Zara ou pour Benetton, avec des gamins qui avaient 15 ou 16 ans là-dedans, qui travaillaient, et puis ils avaient mis des machines textiles qui ont fait entrer en résonance l'immeuble, tout s'est écrasé, il y a eu 700 morts, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, ils travaillaient pour Zara et Benetton. Alors évidemment, nous, pour les salariés, les consommateurs des pays d'Occident, ils peuvent se procurer ces produits à bon marché. Et le problème, c'est qu'ils n'ont plus d'argent pour l'acheter, puisqu'ils sont de moins en moins, il y a de plus en plus de chômeurs. C'est pour ça que je parle de schizophrénie. On oppose dans les pays occidentaux le salarié au consommateur. L'intérêt du consommateur est certes d'acheter des produits à très bon marché, mais il n'a plus de salaire lui-même. C'est comme ça que les choses se produisent. Alors à tout ceci s'ajoute l'article 32 de l'Union douanière, qui autorise, comme on va le voir à l'instant, les réimportations de ces produits fabriqués à bas coût. Enfin, à bas prix, c'est pas à bas coût en Azerbaïdjan. L'article 32. Pour voir si vous suivez. Article 32. Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées au titre du présent chapitre, la Commission européenne s'inspire. Premièrement, ça c'est la politique de l'Union douanière, c'est la philosophie de la politique commerciale de l'Europe. Hein. Premièrement, la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers. Lorsque le Jabi, qui fabriquait des soutiens-gorge à Roanne, décide de les fabriquer en Tunisie et qu'ensuite il va les réimporter en France, ça va développer les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers, entre la France et la Tunisie. Bingo, on remplit l'alinéa A de la politique commerciale. Deuxièmement, l'évolution des conditions de concurrence intérieure de l'Union, dans la mesure où cette évolution aura pour effet d'accroître la force compétitive des entreprises. Lorsque le Jabi, qui payait les ouvrières de Roanne peut-être 2000 € par mois, charges comprises, hein, elles étaient au SMIC, puis il y avait l'âge des charges en plus, à un seul coup, ils vont faire fabriquer ça à Sfax ou à Sousse en Tunisie, ça va peut-être coûter 500 € charges comprises. Ça va accroître la force compétitive de le Jabi. Bingo, la linéa B est remplie. Et puis ensuite, une expansion de la consommation dans l'Union. Ben oui, ça va que les soutiens-gorge vont coûter beaucoup moins cher. Donc a priori, les dames vont s'acheter les soutiens-gorge, les dames peut-être des yeux aussi d'ailleurs, elles vont s'acheter des soutiens-gorge. Une expansion de la consommation dans l'Union, ça va être... Il va y avoir une expansion de la consommation dans l'Union. Donc ce qu'il est très intéressant de voir, là aussi on voit qui a tenu la plume des traités, c'est que le feu vert est ainsi donné aux entreprises pour importer les productions faites dans des pays à très bas coût de salaire. On aurait pu imaginer une Europe protection, par exemple, comme certains le disent, Emmanuel Todt de temps en temps évoque l'idée d'une Europe protectionniste, une Europe qui se défendrait. Mais vous voyez bien que c'est pas du tout ce qui a été fait. On aurait pu imaginer, dans un univers idéal, que l'Europe aurait décidé, parmi les objectifs de l'Union douanière, le maintien des industries en Europe. La maximisation de l'emploi industriel en Europe. Le maintien du savoir-faire industriel en Europe, ça aurait pu être des objectifs qui auraient été fixés dans les traités, mais pas du tout. Absolument pas. On voit que le seul objectif qui est poursuivi, c'est encore et toujours la maximisation du profit. C'est ça qui se cache derrière. À tout ceci, comme ça ne suffisait pas, ajoutons par ailleurs, alors ici vous en êtes exemptés, mais ajoutons l'euro. L'euro, donc, dont le fonctionnement est fixé notamment par un certain nombre d'articles, notamment l'article 282 de la Banque, qui fixe les prérogatives de la Banque Centrale Européenne. Cet article 282 précise que l'objectif principal du SEBC, Système Européen de Banque Centrale,
je n'ai pas l'occasion ici de vous parler de l'euro, je signale que 99,99% des personnes qui parlent à la télévision, à la radio en France, que ce soit des responsables politiques ou des experts, n'y connaissent rien, puisque tout le monde vous dit que l'euro est une monnaie unique, ce qui n'est pas vrai. Il y a eu, tous les États de la zone euro ont conservé leur banque centrale nationale. Il y a toujours une banque de France, une Bundesbank et une banque de Grèce. C'est d'ailleurs, j'ai pas l'occasion ici de vous l'expliquer, mais on en parlera tout à l'heure pendant la question si ça vous intéresse, l'une des raisons essentielles pour lesquelles l'euro explosera. Puisqu'en réalité, les euros n'ont pas la même valeur juridique selon l'endroit où vous avez un compte en banque. Si vous avez 1000 euros, madame, je crois, a 15 000 euros sur son compte. Si vous avez 1000 euros sur votre compte en banque à Paris, c'est une créance sur la Banque de France. Si vous êtes au Crédit Lyonnais, à rue de Rennes. Et si vous transférez cet argent au Crédit Lyonnais, à Unter den Linden, à Berlin, vous en avez le droit. Vous avez parfaitement le droit de transférer votre argent sans limitation et vous avez ce qu'on appelle le droit de libre établissement au sein de l'Europe. Donc vous ouvrez un compte bancaire à Berlin, les 1000 euros, vous les transférez, ça vous aurez 1000 euros, sauf que les 1000 euros, quand ils seront arrivés à Berlin, d'un seul coup d'un seul, eh bien la citrouille se transforme en carrosse, 1000 euros de créance sur la Bundesbank. L'inverse étant vrai aussi, parce que si vous les transférez à la Banque du Pirée à Athènes, à ce moment-là, ça devient des créances sur la Banque de Grèce. Je ne vous le conseille pas du tout. Parce que si tout explose, vos créances sur la Banque de France deviendront des francs, vos créances sur la Bundesbank deviendront des Deutschmark, et vos créances sur la Banque du Pirée deviendront des drachmes. Or, on anticipe que le nouveau Deutschmark gagnerait 20% par rapport au cours pivot vis-à-vis de là, quand la drachme perdrait 30%. Bon. J'arrête ici ce propos, mais c'est très important de comprendre comment fonctionne l'euro. En attendant, mon objectif à moi, c'est autre chose, c'est de vous montrer que ce qui est mis dans les traités, c'est que le seul et unique objectif, c'est de maintenir la stabilité des prix. Voilà encore une fois qui a tenu la plume. Qui est-ce qui a intérêt à lutter contre l'inflation? Ben, les gens qui ont de l'argent. Quand vous avez des dettes, vous êtes au contraire assez content qu'il y ait de l'inflation, parce que ça vous permet, si vous êtes endetté en taux fixe ou en variable capée, ça vous permet, si l'inflation est importante, ben, de rembourser progressivement. Vous avez une annulation de votre dette progressive. Donc ça, c'est important à comprendre. La BCE n'a aucun objectif de taux de change externe de l'euro. Elle n'a aucun objectif de plein emploi. Je sais qu'il y a ici quelques personnes qui travaillent dans les banques, donc ils le savent, je m'adresse aux autres. Vous savez que pour la fixation des taux d'intérêt, taux de refinancement de la Banque centrale, comme pour être très précis, et les objectifs de taux de change externe sont des mesures macroéconomiques absolument essentielles dans une économie pour viser ou non le plein emploi et pour viser ou non la croissance économique. Alors, la France a perdu ses leviers, comme tous les pays de la zone euro, ça a été donné à la Banque Centrale Européenne à Francfort. Or, les traités ne donnent à cette Banque Centrale Européenne à Francfort que comme seul objectif de lutter contre l'inflation. Peu importe l'objectif de plein emploi, peu importe l'objectif de maintien des industries sur le sol national, peu importe l'objectif de taux de change externe de l'euro. Les conséquences fatales de tout ça, c'est que le taux de change de l'euro vis-à-vis du dollar est fixé sur les marchés financiers comme un mix des différentes monnaies qui composent l'euro, mais en fait, il y a une monnaie qui surplombe les autres, c'est quand même le Deutschmark. Puisqu'en réalité, le prêteur en dernier ressort, celui qui écopera de tous les sinistres, ça sera quand même les Allemands et la Bundesbank. C'est quand même l'économie dominante. Donc en fait, l'euro est une espèce de crypto-Deutschmark, un peu décoté, dans l'ordre de 15 à 20%. Mais en réalité, c'est ça qui est une espèce de Deutschmark caché. Ce taux de change de l'euro est chroniquement surévalué pour les économies du sud de l'Europe qui n'ont pas la même évolution de leur compétitivité. Et chaque année qui passe, la chaîne s'aggrave. C'est en ce moment en train de s'aggraver d'autant plus que les mesures récessives dont je vais parler dans un instant pour prétendument sauver l'euro, qui s'appliquent à l'Espagne, au Portugal, à la Grèce, à l'Italie, on pourrait faire un effondrement des importations de ces pays. Donc l'ensemble de la zone euro a maintenant un excédent colossal de sa balance commerciale, donc de sa balance des paiements courants. Et si la zone euro, dans son ensemble, a un excédent de sa balance des paiements courants, bien ça veut dire que mécaniquement, le taux de change de l'euro ne peut que monter sur les marchés financiers. Ce qui ne peut qu'aggraver la situation des pays du Sud. À ce propos, d'ailleurs, regardez cette évolution. Je sais qu'il y a des gens qui me disent, vous êtes complètement siphonné de présenter des courbes comme ça aux Français. Et bon, pourquoi? On me dit que les Français sont des veaux. Eh bien non.
Les Français ne sont pas des veaux, parce que je montre ces courbes-là, je l'ai montré à Grenoble, à Toulouse, je vais montrer ça à Chambéry, etc., à Amiens, mais les gens suivent très bien. Hein. Ça, c'est ce qu'on a voulu faire croire aux gens, que de prendre les gens pour des imbéciles. C'est pas si compliqué que ça. Ça, c'est la décennie des années 2000. De 2000 à 2010, c'est l'évolution du taux de change de l'euro par rapport au dollar. En 2001, on était tombé à un plus bas aux alentours de 0,85 dollars pour un euro. Un euro valait 0,85 dollars. Et puis ensuite, il avait commencé à 1,18. Au moment de la création, c'était en 1999. Et puis ensuite, tout au long de la décennie 2000, il est monté jusqu'à un plus haut, il était monté à 1,65 dollars. À la mi-2008, depuis, il fait le yo-yo aux alentours de 1,30, 1,40 dollars. Ce qui est intéressant, c'est de comparer cette courbe-là avec la courbe en dessous de l'évolution du commerce extérieur français, en rouge les importations, en bleu les exportations. Comme vous le voyez, la période ici où l'euro a été inférieur ou égal à 1 dollar correspond avec le décalage habituel de 9 mois, qui est le moment où il y a des décisions qui sont prises d'achat, il faut fabriquer les matériels, les expédier, après les dédouaner, les inscrire dans les statistiques douanières. Avec le décalage habituel de 9 mois, on s'aperçoit que la période pendant laquelle le commerce extérieur français, alors ça varie tous les mois, c'est pour ça que ça fait un petit peu, c'était les effets électrocardiogrammes, mais on s'aperçoit que les importations et les exportations étaient à peu près équilibrées, donc la France avait un solde commercial à peu près à l'équilibre, pendant la période où le taux de change de l'euro était inférieur ou égal à 1 dollar. En revanche, plus l'euro a monté vis-à-vis du dollar, et plus, eh bien, logiquement, les importations en France ont augmenté, puisque plus l'euro est cher par rapport au dollar, plus les produits qui sont fabriqués en zone dollar, et donc non pas en zone euro, sont bon marché, donc on les importe de plus en plus. En revanche, les exportations, elles, n'arrivent pas à décoller aussi vite, parce que les exportations françaises, eh bien, sont trop chères. Et on voit apparaître un décalage de plus en plus important qui est le déficit commercial français. Je signale qu'en 2012, eh bien, nous avons dégagé le plus grand déficit commercial depuis Vercingétorix. Moins 78 milliards d'euros. L'année d'après, on était tombé, si je vous dis, en Madame Brick. Madame Brick, Nicole Brick, c'est la ministre du Commerce extérieur, celle qui s'est fait remarquer il y a 2 jours en trouvant dégueulasse le dîner d'État servi à l'Élysée pour le président chinois. Vous avez vu ça? Bon. C'est tellement dégueulasse qu'il y avait un château Lafite qui était servi aux convives qui valait 700 € la bouteille. Tout le monde n'est pas membre du Parti Socialiste. Alors, tout ça pour dire que Madame Brick s'est réjouie que l'année suivante, on soit tombé à moins 75 milliards d'euros. En réalité, alors c'est vrai que c'est moins gênant maintenant qu'on est dans la zone euro, mais ça veut dire que, en fait, l'euro est beaucoup trop cher pour la compétitivité de l'industrie française, qui n'est pas la même que la compétitivité de l'industrie allemande. Comme mon sujet n'est pas l'euro, je ne peux pas vous en parler trop longtemps, mais on pourra éventuellement revenir sur ce sujet avec un petit exemple très précis pour vous faire comprendre ce qu'on appelle la différence d'élasticité de la demande au prix. Le 29 mars 2014, aujourd'hui, le taux de change est de 1 euro pour environ 1,38 dollars. Or, le taux de change externe de l'euro qui serait compatible avec la compétitivité intrinsèque de l'industrie française est de l'ordre de 1 euro pour 1 dollar. Conséquence, l'euro est d'environ 38% trop cher pour l'économie française. En clair, la perte d'une politique monétaire indépendante a fait perdre à la France la maîtrise d'une politique de taux de change externe compatible avec la compétitivité de l'industrie française, qui n'est pas la même que la compétitivité de l'industrie allemande. Nous n'avons pas les mêmes tissus industriels, nous n'avons pas les mêmes productions, nous n'avons pas les mêmes produits. Il se trouve que l'Allemagne est sur toute une série de spécialités quasiment en monopole mondial, les machines-outils, la chimie, la pharmacie, l'optique, d'ailleurs, qui sont très demandés par les BRIC, comme on dit, là, Brésil, Russie, Inde, Chine, les pays en fort développement, ils ont besoin de machines-outils pour s'équiper, et ils trouvent ça qu'en Allemagne. Donc si l'euro monte, eh bien l'Allemagne continue à les vendre. Et nous, plus l'euro monte, et plus en fait, les industries des pays du Sud sont détruites. Ça c'est sympa vu d'Allemagne. Hitler n'aurait pas fait mieux. Il suffit d'avoir un taux de change qui soit de 1,40 pour favoriser l'industrie allemande et détruire l'industrie des petits copains du Sud. Et nous, on reste là-dedans en disant, oui,
C'est les idéaux européens. Et si jamais vous dites qu'il faut en sortir, on vous dit vous êtes un facho. Alors je ne suis pas le seul à le dire. Voici quelqu'un pour qui j'ai de l'estime, Louis Gallois, président de ADN. C'était un haut fonctionnaire d'origine qui était... Franchement, c'est quelqu'un d'assez bien. Dans un entretien au Figaro du 27 mars 2008, il avait fait cette déclaration. À l'époque, vous vous rappelez, l'euro était à 1,50, n'arrêtait pas de monter. Une baisse du dollar de 10 centimes fait perdre 1 milliard d'euros à Airbus. Effectivement, l'euro était passé de 0,85 à 1,60. Donc il y a eu un différentiel de quasiment 8,80 centimes. Ça fait 8 milliards d'euros à Airbus. Et Louis Gallois disait, l'euro à son niveau actuel est en train d'asphyxier une bonne partie de l'industrie européenne en laminant ses marges à l'exportation. Il connaissait bien la musique, il n'a pas dit qu'il est en train d'asphyxier toute l'industrie européenne, il sait très bien qu'il y avait des pans entiers de l'industrie allemande qui n'étaient pas pénalisés par ça, mais une bonne partie de l'industrie européenne, ça veut bien dire ce que ça veut dire, laminant ses marges à l'exportation, ben oui, pour continuer à vendre, pour ne pas fermer les boutiques, ben, de plus en plus d'industries dans la zone des pays du Sud étaient obligées, compte tenu du coût de l'euro par rapport au dollar, de vendre quasiment sans aucun profit, voire même légèrement à perte. Si cela continue, l'industrie européenne fuira l'Europe, disait Louis Gallois. Eh bien oui, ça a continué. D'ailleurs, on a vu effectivement ce que ça donne. Vous vous rappelez le graphique d'Emmanuel Todd et d'Hervé Lebras. Et oui, ça a continué. Quant à Airbus, eh bien pour essayer de se sauver, qu'est-ce qu'ils font? Je disais tout à l'heure que les Chinois disent implantation, mais nous, il nous faut des transferts de technologie. Premièrement. Deuxièmement, l'euro est tellement cher qu'il en a intérêt à fabriquer en zone dollar. Résultat des courses, à Toulouse, des sous-traitants comme l'ATCOR sont partis aller s'installer sous des cieux plus cléments, par exemple au Maroc. Quant à Airbus, ils ont décidé de délocaliser une partie de la production, en tout cas tout le montage, des Airbus A319 et A320, de façon croissante dans une usine flambant neuve dans la ville de Tianjin, en Chine. Ici, nous avons la cérémonie d'inauguration pour le lancement du premier A320 livré à la compagnie chinoise Sichuan Airlines le 23 juin 2009. Sichuan étant une province chinoise, quand je dis une province, vous savez qu'il y a 130 millions d'habitants au Sichuan, c'est 2 fois la France. Ce premier Airbus entièrement assemblé en Chine a été livré donc le 23 juin 2009, mais ça n'a pas été tout, puisque au cours de l'année 2009, en définitive, ce sont très exactement 6 Airbus A319 et 5 A320 qui ont été produits par l'usine chinoise de Tianjin. À la fois parce que les Chinois ont la maîtrise de leur commerce et des mouvements de capitaux, donc et demandent qu'il y ait l'implantation d'usines d'assemblage en Chine, ils le demandent aussi à Boeing, et deuxièmement parce que ça coûte moins cher de faire assembler en Chine que de faire assembler à Toulouse. Alors ça, c'était en 2009, c'était 1 par mois. En 2011, on était passé à 48 Airbus par semaine. 48 Airbus dans l'année, 1 par semaine. La question donc qui se pose, c'est de savoir combien l'industrie aéronautique française se produira d'avions en 2025 et combien les Chinois produiront d'avions en 2025. Au rythme où nous sommes lancés, eh bien, nous sommes en train de détruire l'industrie aéronautique dans les pays de la zone euro. Je rappelle d'ailleurs au passage que l'Airbus n'a aucun rapport avec la construction européenne. J'espère que tout le monde est bien au courant que c'est une coopération internationale. L'Airbus A380, lorsqu'il est motorisé Pratt & Whitney, la part américaine est de 38% de l'Airbus A380, qui a été conçu par les bureaux d'études de Wichita dans le Kansas. Les Américains fabriquent les trains d'atterrissage, toute l'électronique embarquée. Je rappelle que dans le Airbus A380, il y a 10 entreprises japonaises, des entreprises russes, des entreprises malaisiennes, singapouriennes, australiennes, mexicaines. Mais en revanche, il y a 15 des 28 États de l'Union européenne qui ne mettent pas un rivet. Donc il s'agit d'une coopération internationale, qui d'ailleurs avait été lancée par Charles de Gaulle au moment même où il faisait la politique de la chaise vide à Luxembourg. Ne confondez surtout pas intégration supranationale et coopération internationale.